Voilà, donc je vous invite à Ingolstadt où on va faire une petite vidéo pour expliquer qui sont les Illuminati. Ingolstadt, c'est une, donc j'ai pris mes notes, c'est une ville adéquate puisque c'est là où en 1776 ont été créés les Illuminati par Weishaupt. Donc je vous dis à tout de suite, on a quelques kilomètres à faire et donc à tout de suite, voilà, merci. Voilà, donc maintenant je suis arrivé à Ingolstadt, la ville donc, des Illuminati. C'est le Danube qui coule ici. Il fait assez froid. Je vais essayer de vous amener sur quelques points qui sont des points, on va dire, que quand il fréquentait les Illuminati à Ingolstadt. À la fin de la vidéo, ou même au milieu, je vais faire quelques révélations assez croustillantes sur les Illuminati et le monde actuel en Allemagne, le monde de l'entreprise et aussi l'histoire de l'Allemagne qui touche aux Illuminati, à l'histoire secrète des Illuminati dont on ne parle pas parce qu'effectivement ça dérange un peu. Donc il y a quelques révélations qui vont suivre, très intéressantes. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire avant de présenter l'histoire des Illuminati, avant d'expliquer les Illuminati dans le monde actuel et de faire quelques révélations. Donc on va se diriger vers la mairie, qui est le centre de la ville effectivement d'Ingolstadt, où on va voir des points, qui étaient notamment des points de rendez-vous. Et j'espère aussi pouvoir voir l'école où avait enseigné Weishaupt, le fondateur des Illuminati. Donc je vous dis à tout de suite pour entrer dans le cœur du sujet. Merci. Alors ici on est au 23 rue, on va dire, rue de Theresienstrasse. La plaque indique effectivement que les Illuminati donc, se donnaient rendez-vous dans ce bâtiment de 1782 à 1785. Et ensuite, alors ça c'est tout à fait intéressant, de 1907 à 1908, c'est devenu une synagogue. Voilà. Donc c'était plus occupé par les Illuminati, mais c'était occupé pour le culte juif. Et ensuite, la synagogue donc, a été détruite en 1938. Voilà. Donc ici c'est un lieu, pendant 3 ans, ça a servi à, on va dire, aux Illuminati, à Weishaupt, aux fondateurs et à Rothschild, le financier, et aux adhérents, enfin aux membres, on va dire, des Illuminati. Ça a servi de lieu de réunion. Donc, les Illuminati, donc je vais vous expliquer maintenant qui ils étaient. Et en seconde partie, effectivement, c'est un ordre qui existe encore, mais en toute discrétion, bien entendu, et que la franc-maçonnerie joue un rôle prépondérant avec les Illuminati. Donc les Illuminati, comme je vous le disais, ont été créés le 1er mai 1776. En 1973, le banquier juif allemand Mayer Amschel Rothschild, fondateur de l'empire bancaire donc, de la famille Rothschild, demande à 12 de ses amis les plus influents de mettre ensemble donc, leurs ressources pour gouverner le monde. Cette réunion a lieu à Francfort et Rothschild informe à ses amis qu'il a effectivement trouvé quelqu'un de compétent, de suffisamment intelligent, un candidat parfait, dit-il. Un individu doué d'une incroyable intelligence et ingénieux pour guider l'organisation qu'il a projetée effectivement. Et cet homme donc c'est Johann Adam Weishaupt qui est né à Ingolstadt. Donc Adam Weishaupt crée le 1er mai 1776 l'ordre des Illuminati. Son nom de code c'est Spartacus. Weishaupt s'est converti donc au catholicisme, il est d'origine juive. Et il est professeur de droit canon à l'université jésuite d'Ingolstadt. Les Illuminati veulent établir un nouvel ordre mondial. Donc ça c'est
effectivement c'est leur objectif. Et pour y parvenir, ils veulent, alors on voit effectivement qu'il y a des traits communs avec la politique actuelle, hein, bien entendu. Ils prônent l'abolition de tous les gouvernements légitimes, donc renversement du trône et de l'autel, l'abolition de la propriété privée, c'est ce qu'on retrouve avec le communisme, l'abolition de l'hérédité, du patriotisme, de la famille, donc on est en plein dedans, hein, on le voit bien en France, de la religion, et ils travaillent à la création d'un gouvernement mondial. Ça on le voit tout à fait avec l'ONU, où la plupart effectivement des gens qui travaillent dans l'ONU sont des francs-maçons. Weishaupt reconnaît dans le Testament de Satan, publié en 1771, que l'élite maçonne adore Lucifer. Donc il s'agit effectivement, avec les Illuminés de Bavière, d'un ordre luciférien. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils sont contre l'Église, contre les religions. Il est par conséquent curieux de constater que l'ordre des Illuminati fut créé le 1er mai 1776. En Allemagne, il y a un théologien qui s'appelle catholique traditionnel, le docteur Johannes Rothkranz, qui affirme que le 1er mai n'est pas en fait la célébration mondiale de la fête du travail, mais c'est la célébration à l'échelle mondiale de l'ordre des Illuminati. Le mois de mai est aussi le mois de Marie. Rothkranz expose aussi que c'est le blason rouge emblème des banquiers de Francfort que le communisme reprendra. Effectivement, Rothschild, le blason de Rothschild est un blason rouge, d'ailleurs Rothschild veut dire blason rouge, et c'est ce qu'on retrouve avec le communisme, comme par hasard, la couleur rouge qui est la couleur effectivement de l'Union soviétique et du communisme. Hein. D'ailleurs, pour avoir un aperçu de l'empreinte ou de l'influence des Rothschild sur la révolution russe de 1917, il y a un livre qui est tout à fait intéressant mais qui est en russe, qui s'appelle Russia from the American Embassy, qui a été écrit, donc qui veut dire la Russie vue de l'ambassade américaine, qui a été écrit par l'ambassadeur américain à Moscou en 1921, et il explique très bien que les financements qui proviennent des États-Unis proviennent des Rockefeller et des Rothschild pour alimenter effectivement la révolution bolchevique. Les États-Unis sont une nation, bon, Illuminati, on le voit très bien avec le billet de 1 $, avec la pyramide à 13 niveaux qui a été imprimée en 1932, avec l'écriture donc du Novus Ordo Seclorum, qui veut dire nouvel ordre des siècles. On n'est pas encore dans l'ordre mondial, mais on s'y prépare. L'ordre des Illuminati comptait 2500 membres en 1784 et était présent dans la plupart des pays en Europe. Beaucoup d'intellectuels influents et de politiciens en étaient membres. C'est le cas du duc Ferdinand de Brunswick et du diplomate Xavier von Zwack, qui était aussi un avocat. Quand l'ordre des Illuminati a été dissous effectivement en 1785, donc c'est-à-dire 9 ans après leur création, on a retrouvé donc des plans de révolution pour mener des révolutions en Europe, des amulettes, enfin, toutes sortes de choses qui servaient aussi à la pratique de la magie noire. Donc on a aussi retrouvé, enfin, comme adhérents aux Illuminati, des écrivains comme Johann Wolfgang von Goethe, qui est très connu, hein, et il est à remarquer que la pièce donc, de Faust, composée par Goethe, porte le nom d'un alchimiste allemand du XVIe siècle qui signe un pacte avec Méphistophélès. Voilà, donc comme je vous disais, les Illuminati vont avoir dans l'histoire officielle une durée de vie assez courte, puisqu'ils ont été créés en 1776, et donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est ici qu'on se réunissait, et ils seront dissous en 1785. Alors, ça se passe mal pour les Illuminati, puisque en 1777, c'est Karl Theodor qui devient le prince de Bavière, et il est opposant aux sociétés secrètes, et il chasse effectivement les Illuminati.
Le 16 février 1785, Adam Weishaupt s'enfuit à Regensburg, donc qui est juste à côté, dont le nom latin est Ratisbonne. Donc il s'enfuit déguisé en artisan. Il trouve refuge auprès du prince de Saxe-Cobourg-Gotha, qui le nomme précepteur de son second fils. Il s'éteint à Gotha, donc Weishaupt s'éteint à Gotha en 1830, dans l'indifférence générale. Et lorsqu'un Saxe-Cobourg, effectivement c'est ce qu'on remarque, épouse la reine Victoria. La reine Victoria, donc c'est le début du 19e siècle, elle décède en 1901. Il devient plus facile aux successeurs des Illuminati de s'établir en Angleterre. Albert. Au début des années 1900, on constate que très peu de familles aristocratiques anglaises sont libres de quelques racines talmudiques d'ailleurs. D'ailleurs, il est tout à fait intéressant de constater que la reine Victoria était la première à avoir fait circoncire son fils. Et si j'ai bonne mémoire, il s'agissait du roi George V. Le 2 mars 1785, il y a un édit effectivement qui est voté, qui porte l'estocade aux illuminés de Bavière, donc, c'est-à-dire que les illuminés de Bavière ne peuvent plus, sont déclarés comme tout à fait illégaux en Bavière. Tout à fait intéressant aussi de constater que le pape Pie VI, qui est le 250e pape, déclare que l'ordre est incompatible avec la foi catholique. Or ce pape est jésuite. C'est-à-dire que bien souvent on porte la critique sans savoir ce qu'on dit, que les jésuites sont un siège de la franc-maçonnerie, etc. On voit avec le pape Pie VI que c'est tout à fait faux, puisque ce pape jésuite a appuyé effectivement la décision de Karl Theodor, le prince de Bavière, pour mettre les Illuminati en feinte hors d'état de nuire. Le 20 juillet 1785, le prêtre membre donc, des Illuminati, Johann Jakob Lanz, est foudroyé à proximité de la ville et il portait effectivement des plans de la révolution donc des Illuminati qui visaient une révolution en France, donc cette révolution va se passer 4 ans après, et à travers la France, les Illuminati visaient une révolution sur l'Europe entière et dans le monde entier, effectivement, pour établir un ordre purement satanique. Comme je vous le disais en début d'exposé, en 1771, dans un livre qui s'appelle, un livre donc de Weishaupt, le Testament de Satan, il explique très bien que l'ordre des Illuminati, enfin du moins l'entité qui vénère les Illuminati, c'est Satan. Donc maintenant, on va aller juste à côté de la Theresienstrasse, c'est-à-dire à l'université où enseignait Weishaupt, et on va parler de la réorganisation des Illuminés de Bavière pour bien montrer que les Illuminés de Bavière ne sont pas morts, je dirais, et le lien avec le communisme. Donc je vous dis à tout de suite. Alors ici on est à l'endroit, à la Goldstrasse, sur une place, sur la place en fait où il y avait l'université mais qui est en pleine réfection, donc où Weishaupt a enseigné le droit canon. Donc on a vu, ça c'est très important, effectivement, que l'ordre des Illuminati est un ordre qui est satanique, qui réunit des écrivains, des banquiers, etc. Que cet ordre est complètement dissous donc en 1785 et qu'on apprend les plans de cet ordre tout simplement parce que l'abbé Lanz est foudroyé et dans les sacoches, donc dans la sacoche qui est transportée, on découvre les plans des Illuminés de Bavière. Il faudrait aussi que je précise qu'on retrouve ces plans au Grand Orient de France. Donc on voit bien encore une fois l'imbrication de la franc-maçonnerie dans les plans des Illuminati. D'ailleurs la franc-maçonnerie proclame la République mondiale. On est en plein dans la destruction des nations. Voilà. Donc, chose aussi tout à fait importante,
c'est que le journal officiel franc-maçon de Leipzig, le 24 décembre 1864, donc on va dire 80 ans après la dissolution des Illuminati, donc le 24 décembre 1964, écrit que tous les bouleversements en Italie depuis l'année 1790 jusqu'aux événements remarquables les plus récents ont été l'œuvre de l'alliance des Illuminati. Donc ça précise bien jusqu'aux événements remarquables, effectivement les plus récents. Donc on voit bien que les Illuminati existent encore, même s'ils ne portent plus le nom. Et en 1829, les Illuminati tinrent un meeting donc, à New York. Les participants sont informés que les Illuminati sont réunis en groupe de nihilistes et d'une branche athée, le communisme. Cette fonction destructrice devait être utilisée pour permettre aux Illuminati de fomenter les 3 prochaines guerres. Alors effectivement, on parle de guerre mondiale, on est en attente de la 3e. Oui, alors pour la formation du communisme, ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'en 1848, Karl Marx, donc, dont le véritable nom est Moses Mordecai Levy, donc qui est d'origine juive, est l'auteur du manifeste du Parti communiste Marx et franc-maçon, est initié à la loge Apollo de Cologne. Il est aussi membre d'une organisation fondée par les Illuminati, la Ligue des Justes, pour laquelle il a écrit le manifeste. Donc quand on lit le manifeste effectivement du Parti communiste, on se rend compte que c'est exactement la même chose que les étapes que veulent entreprendre les Illuminati pour instaurer leur ordre luciférien, c'est-à-dire destruction de la famille, destruction des nations, destruction du capital, etc. Enfin du capital, du moins destruction de la propriété privée, voilà. Chose tout à fait intéressante, et là on tombe sur des choses tout à fait, je dirais, non connues. L'histoire donc de Frankenstein, tout le monde connaît, et vous allez voir où est-ce que je vais en venir, a été écrite effectivement à Ingolstadt, et l'auteur donc c'est Mary Shelley, qui est une franc-maçonne. L'histoire a été écrite en 1816 et Mary Shelley donc en introduction, on va dire, de cette version, donc en 1816, écrit qu'elle était inspirée par les expériences du philosophe naturaliste et poète du XVIIIe siècle Erasmus Darwin, qui animait la matière morte. Il s'agit en fait du grand-père de Darwin. Donc c'est tout à fait intéressant de voir que cette personne qui a écrit Frankenstein est tout à fait intéressée par des théories qui sont des théories évolutionnistes, dirons-nous, et anti-dieu. Ce que je remarque aussi, et c'est tout à fait intéressant, c'est que le pape, Benoît XVI, est descendant, ça c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Don Luigi Villa, qui était un fils spirituel de Padre Pio. Donc Don Luigi Villa est décédé en 2012 et il travaillait donc avant Vatican II, c'est-à-dire dans les années 1950, il travaillait au service de renseignement du Vatican. Et Don Luigi Villa explique que Ratzinger, donc, qui a étudié à Ingolstadt, on voit bien, donc c'est le point commun géographique entre Frankenstein et Ingolstadt, mais si on poursuit, on se rend compte qu'il y a aussi un autre point commun, c'est que, donc ça c'est Don Luigi Villa qui le dit, le rabbin Yehuda Lev Ben Bezalel, qui décède en 1609, était un ancêtre de Benoît XVI, et ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est ce rabbin qui a fait le golem de Prague. Donc entre le golem de Prague et Frankenstein, on voit bien là encore qu'il y a un point commun qui est tout à fait intéressant. Bon, j'en tire aucune conclusion, mais je ne fais que le souligner. Et c'est d'autant plus intéressant que le 25 décembre 2005, Benoît XVI à Rome, pendant la bénédiction Urbi et Torbi, appelé effectivement à un nouvel ordre mondial dans une phrase tout à fait claire.
disait que la force vivifiante de sa lumière encourage à l'édification d'un nouvel ordre mondial fondé sur une chose tout à fait aussi intéressante le siège de la grande marque, on va dire, de voitures Audi est à Ingolstadt. Et quand vous regardez par exemple le sigle donc, de Audi, ce sont ces 4 cercles qui se rejoignent en 3 points. Et ces 3 points forment d'une manière tout à fait discrète 3-6, c'est-à-dire 6-6-6. C'est tout à fait intéressant de souligner ça pour Audi, qui a son siège donc à Ingolstadt, la ville des Illuminati. Alors, j'en profite aussi pour dire que pour les personnes qui ne croient pas à on va dire, à la version officielle de la mort de Louis II de Bavière, qui se serait suicidé donc à Neuschwanstein, hein, tout le monde connaît le château de Louis II de Bavière dans le sud de la Bavière, à côté de la frontière autrichienne. On pense que Louis II de Bavière a été assassiné effectivement par les Rothschild parce qu'il était fortement endetté, fortement catholique aussi, et un de ses financiers était Rothschild. Et en même temps, donc, on peut penser effectivement, enfin, voilà, il aurait été assassiné par les Rothschild parce qu'il était un frein à cette politique anticatholique donc des Illuminati, tout comme la princesse Sissi, la princesse d'Autriche, donc, qui est décédée en 1898. Donc ça c'est pour montrer que les Illuminati donc, avaient déjà une politique anticatholique pour se débarrasser effectivement des princes de l'époque. J'en profite aussi pour dire une chose tout à fait importante, c'est que, alors ça n'a rien à voir avec les Illuminati, quoique avec mon collectif on a sorti un catalogue dans lequel figure le décalogue de Satan. Donc c'est un vieux livre qu'on a réédité pour expliquer donc l'action de la franc-maçonnerie, l'action satanique de la franc-maçonnerie. Donc ça c'est dans le nouveau catalogue, ça s'appelle, et ce livre s'appelle le décalogue de Satan. Entre autres, il y a d'autres ouvrages qui sont imprimés. J'en profite aussi pour dire que le 23 janvier, je fais une conférence à Lille sur le pédosatanisme et la franc-maçonnerie. Donc là je reviendrai de manière beaucoup plus large sur l'influence des Illuminati et de la franc-maçonnerie par rapport effectivement au pédosatanisme. Et le 30 janvier, donc une semaine après, là ça sera à Paris, ça sera une conférence sur les Illuminati, mais sur notamment les organisations actuelles, style l'ONU ou autres, qui sont en fait des résurgences, des créations, on va dire, de l'ordre des Illuminati. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour tout et je vous dis donc à très bientôt à Lille et à Paris. Merci.